quand les Américains ont voulu maintenant faire leur coup pour chasser la France de la région des Grands Lacs. Vous comprenez? Tout a commencé avec les Blancs. Ce n'est pas l'affaire des Noirs, non. C'est l'Amérique. Voyant venir l'ère de l'électronique et sentant un grand besoin d'avoir la même mise sur les richesses, les minéraux stratégiques qu'on utilisera plus tôt d'ici peu en électronique, l'oncle Sam a voulu maintenant venir habiter la région des Grands Lacs pour que le contrôle de ces minéraux ne l'échappe. Comme la France était déjà là, par le biais des présidents, des gens en place, qui, la majorité sont des Bantous, des Hutus. L'Amérique voulait maintenant faire le contraire des Bantous et les Tutsis. Il fallait entraîner des gens. L'Amérique a causé avec Museveni, qui est un Tutsi. L'Ouganda est un peu en retrait. Ils voulaient mettre leur base au Rwanda. C'est plus proche du Kivu des minéraux. Vous comprenez pourquoi? C'est le Rwanda qui nous cause du trouble. La géostratégique, géographiquement parlant. Géo, c'est géographie. La stratégie géographique dans la politique. C'est ce qu'on appelle géostratégique. Pourquoi seulement le Rwanda? Question pour un champion. Parce que c'est le pays qui est le plus proche du Nord Kivu et même Sud Kivu, là où se trouvent les minéraux, les coltans et autres choses. La politique qu'on fait en tenant compte de l'emplacement géologique, la localisation d'un endroit, qu'on va utiliser cet endroit là-bas pour réaliser ses visées politiques. C'est ce qu'on appelle la géostratégique. Il faut avoir des spécialistes. Tu prends la carte du Congo, nous n'allons pas collaborer avec la Zambie. Non, nous voulons collaborer avec la République centrafricaine. Pourquoi? Géographiquement parlant, ce que nous voulons faire, ça va se faire bien quand nous avons un ami en République centrafricaine, parce que nous voulons le faire à Guémena, en Équateur. Il faut des spécialistes. Après, nous allons parler de pouvoir, de ngara sabaon. Après, nous allons on a discuté avec le président Anapotea. Et quoi? On connaît comment vous manipulez politiquement. Quand il y a un problème là-bas pour lequel vous parlez, il n'a pita qui vous coûte, on vous distrait. Il se perd d'abord. Je me suis dit, Anarudi, Murisama, Baramu. La manipulation des peuples. À chaque cas là quelque part, à ta couille. Ne vous en faites pas, il est dans de bonnes mains. Hein? Ça va, c'est comme ça. Et Museveni, contacté par les Américains, a contacté son ami, Fred Rugem, pour lui dire de commencer déjà à enrôler les Rwandais. Parce que d'ici peu, vous allez retourner chez vous, prendre le pouvoir avec l'aide de Washington. Ça sonne bien, pourquoi? Parce qu'en Ouganda, nous sommes un pays pauvre, il y a trop de réfugiés. Vous êtes trop nombreux chez nous. Vous, les réfugiés rwandais, tous qui avaient fui le Rwanda, le Burundi et consorts, aux alentours des années 1959, quand l'indépendance a éclaté dans cette région là-bas. Et les Ougandais se plaignent que depuis que vous êtes venus chez nous, ça fait beaucoup d'années, vous volez leur boulot. C'est comme si vous voulez prendre le pays. Vous vous rendez compte? Ce sont les Tutsis. Museveni, Tutsi de l'Ouganda, Fred Rugema, Tutsi du Rwanda. Entre eux, pourquoi n'ont-ils pas voulu rester au Rwanda éternellement? Ce sont des frères. Ils ont même leur passé là-bas. Ils parlent nous mêmes langue parfois. Mais les Rwandais étaient prêts à rentrer chez eux, car l'Ouganda, même si leurs frères tous sont au pouvoir, ce n'est pas chez eux. Mais ils veulent venir rester au Congo chez les Bantous. Nous n'avons aucun lien avec eux. Parce qu'on a des politiciens imbéciles qui veulent manger en sacrifiant tous les pays, comme les John Numbi. C'est eux qui ont mis ça en place. Grosse tête, petit cerveau à l'intérieur. Fred Rugema a été reçu par Museveni, il a accepté le deal. Il a commencé à recruter. Et pendant les recrues, il y avait un certain Paul Kagame qui vivait une vie misérable, qui avait trop de dettes,
qui n'était pas accepté par beaucoup de copines, de girlfriends, parce qu'il était tellement mince, comme une canne à sucre, pauvre, il n'avait rien à donner aux filles. Ça travaille aussi la psychologie. Hein? C'est ce qui fait que Kagame a un mauvais cœur. Parce qu'il a passé une enfance malheureuse. On ne l'aimait pas dans les groupes. Il était tellement mince, on le bousculait chaque fois par ses amis. Alors imaginez un accord président, Moussé Messas. Ça fait partie de la psychologie à Rome. Tamir pisha mwebote. Naba Rwandais, na bote mutaripa. Tamir prouvé que Mouranzo Nchekaka, nina kwa mwanaume. Ils ont fait leur armée, après avoir discuté avec les Américains, qui venaient en Ouganda, qui descendaient à l'aéroport d'Entebbe, qui est l'aéroport militaire. Fred Rugema a été introduit aux Américains par Museveni. Ils ont discuté. Fred Rugema avait son agenda, projet de société, plan Marshall, tout ça. Mais le fait que dans le plan de Fred Rugema, il y avait quelque chose que les Américains n'aimaient pas. Il n'était pas pour la guerre aveugle. Il était pour... Donc, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Une bousculade. Comment est-ce qu'on peut appeler? Terroriser? Non. Menacer militairement l'armée d'Abiyarimana. Non pas pour tuer les gens aveuglément. C'est pour les pousser à s'asseoir autour d'une table, de nous accorder un retour respectueux chez nous au Rwanda, afin qu'on puisse se partager le pouvoir. Parce qu'on est frères et sœurs. Nous sommes Rwandais après tout. Pour qu'on retourne vivre chez nous, c'est très dur de vivre dans un pays étranger. 30 ans, 40 ans de refuge, nous sommes fatigués. C'était ça, l'idée de Fred Rugema. Mais les Américains ont vu dans cet homme, il est tellement doux. Il veut chercher une solution au problème. Les Américains n'étaient pas là pour la solution et voulaient créer une catastrophe, une guerre qui allait bénéficier aux Américains et aux acolytes des Américains. Pourquoi les Américains cherchaient une guerre? Parce que selon leurs calculs géostratégiques, c'était vraiment impossible qu'un Tutsi, sponsorisé par l'Amérique, puisse aller aux élections au Rwanda et gagner ces élections. Non, car les Tutsis font partie d'un dixième du Rwandais. Les Hutus, c'est 90%, 9/10 du Rwanda. Même quand on va aux élections les plus claires, les plus justes à midi sans tricherie, aucun Tutsi n'allait prendre le pouvoir au Rwanda. Vous comprenez? C'est explicable même à l'école. Un prof d'université va t'expliquer la peur des Américains. C'était d'être tombé sur les Tutsis comme leur bébé qu'ils allaient manipuler dans la région des Grands Lacs. Les Français avaient un avantage, car ils étaient déjà avec la majorité des Hutus. C'est-à-dire, d'une manière démocratique, la France allait gagner cette guerre. Les Hutus allaient rester à la tête des pays de l'Afrique centrale, région des Grands Lacs, et avoir même la main mise sur beaucoup de minéraux. C'était la peur des États-Unis d'Amérique. Comprenez maintenant pourquoi l'Amérique ne comptait que sur la guerre, sur le chaos. Car la démocratie déjà s'était projetée, n'allait pas bénéficier aux États-Unis d'Amérique. Ainsi, ils ont commencé à surarmer, donner des armes sophistiquées, les armes les plus compliquées à la rébellion de Fred Rugema, qui n'était plus la rébellion de Fred Rugema. Pourquoi? Parce que pendant les négociations, Fred Rugema était soft. Les Américains ont vu en lui un homme qui n'allait pas atteindre leur objectif de cruauté, de massacre, pour installer un homme au Rwanda par tous les moyens. Même s'il faut secouer l'enfer, ce n'est pas un autre homme. Alors, en parlant avec les gens, ils ont trouvé un homme qui était tellement sadique, un homme de mauvaise foi, de mauvais cœur, qui était prêt à tout, à sacrifier même ses propres frères, pour que la cause des Américains gagne, l'emporte dans la région des Grands Lacs. Ils sont tombés sur un certain Kagame. Minigutaire. C'est une opération dangereuse. Vous êtes une minorité. Pour quitter de ce point, pour aller s'installer à Kigali. Vous savez, les Hutus sont majoritaires. Hein? Même sans armes à la main, ils peuvent faire recours aux flèches, aux lances, aux machettes, même aux coups de poing. Ils vont résister. Ça ne sera pas facile. Kagame a ses moulettes. Moi, je bombarde tout ma bord. Mais
ne penses-tu pas que ça va causer la mort des tiens? Beaucoup de tous ils vont payer de leur vie avant que tu n'arrives à la présidence. Je m'en fous. Tu es sûr? Deal, deal. C'est pour cela qu'ils ont aimé Kagame. Et comme Kagame n'était pas le fondateur de ce mouvement rebelle, il fallait effacer le fondateur, Frédéric Gema. Ainsi, le 1er octobre 1990, quand le premier coup de balle a été tiré à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda, Frédéric Gema a été tué dans une embuscade. Entre eux, les Rwandais, Rugema a été tué par qui? Secret défense. Ce sont les militaires pro-kagamistes. Toujours dans leur armée. Kagame était allé aux États-Unis pour suivre les entraînements spéciaux réservés à lui. Comment tuer, comment faire la guerre, méthode, tout ça, comment infiltrer les gens. Kagame était reçu à Kansas pour les entraînements. Rugema était resté. C'est comme Kagame savait déjà, tout le dit, je ne veux pas être là. Quand le coup va être fait, je ne veux pas être là. Moi, je voyage une fois encore. Faites l'histoire. C'est-à-dire quoi? Liquider Frédéric Gema pour que je revienne avec l'appui des Américains. Parce que les Américains ne vont pas vous donner l'appui. Ils vont vous imposer, non, Rugema vient de mourir, que celui-ci prenne. S'il ne prend pas, que la rébellion soit dissoute. Vous voyez, Kagame était bien connecté, c'était l'homme des Américains. Il fallait d'abord éliminer Frédéric Gema, et il a été éliminé. Que je vous montre son image. Le vrai fondateur de l'APR, Armée patriotique rwandais, avec le temps, c'est devenu le FPR. Quand ça a commencé maintenant à tourner en parti politique. Il est ici, Frédéric Gema. C'est lui le fondateur, l'homme, l'ami de Museveni. C'est lui qui a embauché tout le monde. Les James Kabarebe, c'était des troupes petits là-bas, dans Mapacho, Kagame Arwana, Mafova, Mavwanda, Enagura Bouy, Anana Kiagufanya. Ce type était un noble, beaucoup étudié, connecté avec les gens du monde. C'est l'homme qui devait entrer libérer le roi, pas même libérer, donc créer des voies et moyens pour que les Hutus et les Tutsis puissent se partager le pouvoir. Le malheur, c'est qu'il n'était pas trop violent dans son idéologie et il fallait l'écarter. Parce que son idéologie n'allait pas faire gagner les Américains qui utilisaient une minorité, mais qui avaient seulement l'ambition de prendre le pouvoir par tous les moyens. Avec cet homme, c'est la France qui va gagner, car on ira aux élections. La minorité a toujours perdu devant la majorité. Ce n'est pas notre homme. Nous voulons un bombardier, un homme qui va détruire tout au passage. Les voisins, même les siens, pour que notre cause puisse gagner. C'est ainsi que Kagame était là. Le 1er octobre 1990, le premier coup de balle a été tiré à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda. Et ce monsieur a été attiré dans une embuscade. Frédéric Gema a été tué. Kagame a fait quelque chose. Ainsi, Kagame est revenu directement sur l'ordre de la CIA pour prendre maintenant en charge le FPR afin de mettre à exécution leur plan d'attaque aveugle. Et c'est le même système qu'on est en train de faire dans la région des Grands Lacs. Kill them before they grow. Ouah! Le plan de Washington, il faut tuer sans pitié. Celui-ci n'était pas prêt à tuer sans pitié. Il raisonnait comme un homme quelque part. Tuer, mais ça ne sert à rien. Nous sommes tous Rwandais. On peut faire une guerre, c'est pour chercher des accords, afin de vivre en harmonie, ce qui n'a jamais existé entre les Tutsis et les Hutus. Ce n'est pas un homme. Nous voulons celui qui va amplifier la haine Tutsi-Hutu. Kagame s'est pointé là-bas. Ainsi, Kagame a pris la charge de l'APR, qui est devenu le FPR, côté politique, ainsi surchargé, surarmé par les États-Unis d'Amérique et le Canada. Les gros avions. Comment est-ce qu'on les appelle? Il y a des gros avions qu'on appelle en lingala les Bumundunda. Ça descendait en Ouganda avec beaucoup d'arsenal.
Kagame avait beaucoup d'armes. Qu'on ne vous trompe pas, non. Ils étaient venus de loin. Quand ils ont vu les génocides, c'est pour finir les génocides. Faux. Les Hutus étaient nombreux au pouvoir. Mais leur armée était coincée pendant 3 ans. Embargo militaire, comme on est en train de le faire avec le Congo. Le Congo, c'est un grand pays, un grand éléphant, que l'Amérique est en train d'asphyxier. C'est l'Amérique qui tient le Congo comme ça. Kakono. À travers l'ONU et beaucoup d'ONG de marche qui viennent chez vous, pour que le Rwanda puisse vous tabasser. Donc quand le M23 vous tabasse, c'est parce que l'Amérique vous tient comme ça. Pika. M23 na pika. Pika tena. On va piquer. Qui Congo qui parle. Mouniache. Mouniache. Pika. Ingia. Beba. Beba Goma, Beba, c'est l'Amérique qui vous bloque pour que les petits mercenaires là, qui ne peuvent jamais faire face devant une armée congolaise libre, je vous dis, Walai. Ce qui vous bloque, c'est les États-Unis d'Amérique. Disons les choses clairement. Je suis en Amérique, je m'en fous. Pour le Congo, je suis prêt à faire face à n'importe qui. Trop, c'est trop. S'il faut faire la politique dans ce pays-là, quand maman on a là, la chute, tu vas Beba Congo. Tunamiachia tamu fanya bila muna lala kazi kama na basambo bana shuka abana njoanza ni corriger sasa njo ni dicter bya kufanya shimuru kwa kapali murifanya kanini. Laurent est venu ushika ba mobotiste bananza muri kwa na Congo 32 ans hakuna amguyenga takintu na bilalo hakuna pamoja na mwe bantu Tshisekedi. Vous avez le Congo dans vos mains, vous ne faites rien, mais vous allez devenir très intelligent, très sage. Quand vous allez voir d'autres personnes maintenant venir vous dire, Moutaché, ça, ça, la Chine. Je m'en ai acquis ça. Comme les kabylistes. Les gens, nous sont devenus très intelligents. Quand ils ont mis Tshisekedi au pouvoir, je m'en ai ça, ça, qui va nous tweeter. Eh, en Arabie, ça, injus, Mourimo Pacha, Johnny. Rugema éliminé. On a surarmé la rébellion de Kagame. On a paralysé le régime en place, paralysé son armée. Pendant 3 ans de paralysie, Kagame avait pris presque la moitié du Rwanda. C'est ce qu'on ne vous a jamais raconté. Les autres croient que les Hutus ont commencé à tuer les Tutsis et puis Kagame est venu de l'Ouganda pour finir le génocide. Non, Kagame avait déjà pris presque la moitié. Il allait même jusqu'à prendre les 2 tiers du Rwanda pendant 3 ans. C'est quand 1994 est venu. 1990, le 1er octobre, ils ont commencé à se battre. C'est-à-dire 91, 92, 93. Kagame avait déjà pris presque la moitié du Rwanda. Et dans les parties que Kagame avait prises, il a organisé déjà une administration Tutsi là-bas. Alors, ça nous donne quelle idée? Les Tutsis fuyaient le côté des Hutus pour traverser, aller vivre dans des villes, dans des villages tenus par leurs frères Tutsis pour besoin de quoi? De sécurité. On a compris? Prenons, expliquons d'une manière tribale. Je ne dis pas que c'est ce qui a lieu au Congo. Les 2 tribus qu'on veut toujours mettre en exergue en matière de tribalisme, c'est les Katanga et les Kassaïens. Voilà. Les Kassaïens sont au pouvoir comme aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la vérité. C'est un exemple. Tu vas Congolais, on comprendra que... Parce que c'est un exemple le plus facile. J'ai donné cours. Un pédagogue, une fois on allait exemple à Karibou, il y a toujours eu une inimitié entre les Katanga et les Kassaïens. L'exemple le plus clair, c'est un Kassaïen qui est au pouvoir. Voilà. Les Katangais attaquent pour déloger les Kassaïens qui sont au pouvoir. Vous comprenez? Dans 3 ans de guerre, les Katangais prennent presque la moitié du Congo. Avec l'aide des Américains, les Kassaïens sont en train de recevoir l'aide de la... Non, ils ne sont pas en train de recevoir l'aide de la France parce que les Américains surveillent avec l'ONU. Donc les Kassaïens sont sous embargo. Tshisekedi est sous embargo à Kinshasa. Toute arme ne peut pas entrer. On surveille même le Poul Malébo là-bas, le fleuve. C'est pourquoi l'Amérique vous envoie trop de ONG, même avec l'ONU. L'ONU déjà était là quand il y avait cette guerre. C'est l'ONU qui venait surveiller tout.
dans le compte de Kagame pour que Kagame puisse gagner cette guerre. C'est ainsi l'ONU a envoyé qui? Ce général Dallaire. Lisez les livres, vous allez comprendre. L'ONU avait dépêché ce monsieur avec un petit nombre de casques bleus, au lieu d'envoyer un grand nombre comme au Congo. Au Rwanda, là où il y avait une vraie guerre, ils ont envoyé un petit nombre de casques bleus, je ne sais pas combien. C'était pour surveiller le mouvement du gouvernement d'Abiyarimana, pour qu'une coopération militaire ne soit possible. Donc c'est pour se rendre compte, s'assurer, l'ONU qui travaille, ce sont des mercenaires américains, les bérets verts américains, qui se transforment en agents de l'ONU, soi-disant pour la paix. Lisez les livres, vous allez comprendre. Si vous lisez ce livre, vous allez comprendre le jeu que l'Amérique a joué. L'Amérique a envoyé ces mercenaires blancs, qui sont les bérets verts américains. Sous camouflage de l'ONU, ils ont seulement troqué leur béret vert en béret bleu. C'était pour se rendre compte qu'aucune coopération internationale ne soit possible entre le régime d'Abiyarimana et le monde. Sur le plan militaire, économique, ils ont bloqué tout. L'Amérique a bloqué tout dans beaucoup de bureaux du monde. Toute décision qu'on prenait à l'ONU, l'Amérique mettait son veto contre Abiyarimana pour la rébellion de Kagame. Vous comprenez? Ainsi, ce général Dallaire, sous camouflage de l'ONU, c'était un homme à la solde de Bill Clinton. Ainsi, ils ont asphyxié le régime d'Abiyarimana et Kagame montait en puissance avec les armes les plus sophistiquées. Puisqu'à un moment donné, ils recevaient leurs armes à partir de l'Ouganda. Quand ils étaient à la frontière en Ouganda, avant d'entrer. Plus ils avançaient à l'intérieur du Rwanda, dans des zones déjà prises par Kagame, ce sont les gros porteurs, des Américains, des Canadiens, qui venaient jeter à manger des armes, des munitions, même des médicaments à des endroits stratégiques, signalés déjà par terre. Cette zone, c'est là où les Américains faisaient donc parachuter, et les Canadiens, les fournitures de vraies armes sophistiquées. Et Kagame les recevait à partir de là, dans des zones déjà prises d'avance pendant 3 ans de guerre. C'est ce que je donne comme exemple. Les Katangais prennent de la moitié du Congo. Tshisekedi Kassain est au pouvoir. Donc les Katangais utilisés par les Américains, les Kassains protégés par les Français. Mais ils n'ont pas de vraie protection parce que l'Amérique est une puissance. L'Amérique bloque tout à l'ONU. Ainsi, les Katangais vont prendre Kinshasa facilement. Car les Kassains ont une armée qui n'a pas de tenue, qui n'a pas de munitions. Après une petite guerre comme ça, ils vont fuir. Maintenant, on pose la question. Le génocide doit avoir lieu quand et où? Puisque Kagame avait déjà pris plus de la moitié du Rwanda déjà. C'était des zones protégées par les militaires Tutsis de la rébellion. Et les Tutsis signalaient déjà, de bouche à oreille, ils fouillaient la capitale et même des zones qui étaient encore dans les mains du gouvernement, c'est-à-dire dans les mains des Hutus. Ils faisaient semblant de voyager. C'est-à-dire, la probabilité de faire le génocide des Tutsis jusqu'à 800 000, c'est une fausse histoire. C'est l'histoire de Bill Clinton. Moi, je le dis face à la caméra. Tu sauves Congo. Kama tunakuwa na boka Congo inenda. Kama tunaanza kutosha masecret kucreer scandale batatongopa. Mimi niko tayari kwenda hata ku tribunal ba Amerika mwache Congo. Hatuna na problem na mwe. Mimi unasema wewe uko naua nani batabamba? Mimi tawauliza. Mimi naona unafanya video si wewe mtu. Wewe unaua. Nani anapaswa na prison? Tunajibambisha. C'est pourquoi on vous dit il faut comprendre guerre. Kama comprendre guerre, utachika vyote vile Watusi vile nakwambia na vile watu wa Amerika benasema. Ni guerre ya bongo. Jamais, mu vérité, Batusi, une petite minorité, a besoin d'otacha Bautu pour pouvoir atteindre ma makofi. Bongo. Bongo. C'était un mensonge. Ils étaient aidés par les bérets verts américains et l'ONU. C'est toujours dans le même système.
Quand ils étaient prêts, ils ont asphyxié le régime d'Abiyarimana sur tous les plans, comme je viens de vous expliquer. Plan politique, plan militaire, plan économique, plan des relations internationales. Abiyarimana était isolé. Plus de coopération internationale. Et qui surveillait pour que rien n'entre, c'est le monsieur de l'ONU. Un mafiosi avec béret bleu, mais il travaille pour Bill Clinton. Il donnait le rapport directement à New York à un petit secrétaire noir qui s'appelait Kofi Annan. Et pour le remercier, c'est quand Kofi Annan a été fait aussi quoi? Secrétaire général de l'ONU, pour lui dire merci. Un Ghanéen traître. Parce qu'il était marié à une femme blanche, une Suissesse. Moi, pas ça, on a déjà un mécanisme politique qui vient l'Indac. Ainsi, quand ils étaient prêts à faire l'assaut, ils étaient sûrs qu'il y a guerre Totawin. On a pris un grand territoire, l'homme de là, Baoutu ni Bwingitu Abula, Abanana munitions. Ni Mabuntuki Biaboule, Bimakano Biaboule, tout ça, Bachokoza, 3 ans, on a piqué, bou, 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 bou. Ils ont déjà utilisé leurs munitions en masse. Namna Kuza Ingine. L'ONU donne le rapport, Dallaire donne le rapport, Kakuna Inchikna Bozisha munitions Ingine. Comprenez pourquoi la France, voyant cela, sentait déjà qu'il y aura un carnage. La France luttait pour faire quoi? Aller sur terrain, peut-être pour sauver les gens. L'opération turquoise. Opération turquoise. Opération turquoise, en France, il n'a pesé qu'ONU, Amérique. Il vient de Outaoui Chabant. Tu n'as pas ça qu'on parachuter. La vérité sur l'opération turquoise. Nous devons aller parachuter au Rwanda. Sinon, Amérique, on a créé un carnage. Non, 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 non. Votre politique ne marche pas. La France a pesé, l'Amérique a refusé. L'Amérique a accepté en dernière minute. La France a fui devant l'arsenal de Kagame, des rebelles. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La puissante France qui parachutait a voulu mettre de l'ordre pour que les Hutus restent là-bas, à la capitale, les Tutsis Moubaké ou Kuba rebelles Moukanakuya, pour qu'il n'y ait pas carnage. Qu'on cherche des solutions pacifiques. C'est-à-dire quoi? Partager le pouvoir, aller aux élections. Et aller aux élections voudrait dire quoi? La majorité Hutu va gagner. Or, les Américains, c'était des anti-Hutus. Ils étaient les pro-Tutsis. Pour les Américains, un Hutu au pouvoir, jamais. Même s'il faut secouer l'enfer, nous allons le secouer. C'est pour cela qu'ils ont tué Fred Rugema, le vrai fondateur de l'APR, qui est devenu politiquement FPR. Ils avaient qui? Un diable nommé Kagame, qui avait signé tous les contrats, accepté que même si Batoussi Banakufa, je m'en fous. Pourvu que notre mission soit accomplie, c'est-à-dire pourvu que nous les tous, nous puissions prendre quoi? Le pouvoir. Stratégie. Les Américains ne peuvent jamais envoyer une minorité dans la mort sauvagement comme ça. Ça, c'est faux. Ils les ont aidés d'abord à prendre la moitié, presque les 2 tiers du Rwanda, dans 3 ans. 91, 92, 93. Maintenant, le dernier coup. Allez, obliger ces gens à aller signer un dernier accord à Arusha. Vous comprenez? Mobutu, à Arusha. Abiyarimana, à Arusha. Le président burundais là-bas qui était un Hutu, après avoir tué 2 Hutus. Après, on avait mis Bouyoya dehors par la conférence nationale souveraine qui est arrivée au Burundi. Le Tutsi Bouyoya du Burundi mis dehors par les élections. C'était Melchior Ndadaye qui a pris le pouvoir. Melchior Ndadaye a été assassiné après seulement 3 mois par les Tutsis. Hein? Qui a remplacé Melchior Ndadaye? L'histoire, il faut connaître ni Ari Shinjo Bamasta, le président du Burundi. Attendez, après Melchior Ndadaye, c'était qui l'a remplacé? La liste de présidents du Burundi. Quand on a assassiné Melchior Ndadaye, bon, mon problème c'est de voir. Président du Burundi, ils sont là. Celui qui est là, c'est Evariste Ndayishimiye. Je lisais même ce livre. C'est quelque part.
c'est écrit comment les Tutsis du Burundi se préparaient aussi pour tutsiser la région. Ils sont allés aux élections. Naturellement, ce sont les Hutus qui doivent diriger le Rwanda et le Burundi éternellement. Mais eux n'ont jamais supporté ça. Voilà. Après Melchior Ndadaye. Voilà. En 1993, on a tué Melchior Ndadaye. Pourquoi 1993? C'est au Burundi, ce n'est plus au Rwanda. Ils avaient aussi le même problème. Tutsi Hutu. Mais les Américains ne s'intéressaient pas tellement au Burundi. Car leur plan, c'était de prendre d'abord le Rwanda et puis le Burundi, ça va suivre après. Leur géostratégie, c'était le Rwanda d'abord. Que le Rwanda tombe et le reste, nous allons voir. Ils regardaient le Burundi de loin. Il y avait un président Tutsi, Pierre Buyoya. On l'a fait partir par les élections. Quand il y avait conférence nationale, chez nous au Congo, ça n'a accouché de rien. Mais au Burundi, les Burundais se sont bien organisés jusqu'à ce qu'en 1993, c'est les Burundais, pendant que Mobutu corrompait toujours nos conférenciers, qui allaient donc faire l'adultère à Kinshasa. Donc la fornication, recevoir l'argent, les petites coupures Mukumbusu, les Zaïrs là-bas. Donc les Zaïrs sont les moins sérieux. Les Burundais ont bien travaillé. Ils ont fini le résultat de la conférence nationale chez eux. Ils sont allés aux élections. Un Hutu doit prendre le pouvoir, la majorité. Un certain Melchior Ndadaye, qui était, je ne sais pas, professeur d'histoire en France, il est revenu, il a pris le pouvoir. 3 mois seulement, il a été assassiné. Car l'armée était encore dans les mains des Tutsis. Quand on l'a assassiné, il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir. Pendant quelques jours seulement, du 21 octobre 1993 au 27 octobre, un certain François Ngeze, il a été mis de côté. Une femme a fait l'intérim, Sylvie Kinigi, du 27 octobre 1993 au 5 février 1994. C'est ainsi qu'on a désigné un monsieur, Cyprien Tariamira. Voilà. Cyprien Tariamira a été désigné maintenant officiellement selon les règlements. Si le président meurt, c'est qui? C'est le monsieur de l'Assemblée nationale. Et Cyprien, monsieur de l'Assemblée nationale, a été fait président selon la Constitution. Donc si le président est Hutu, le ministre doit être Tutsi. Donc c'est-à-dire, les Hutus allaient toujours être président du Burundi éternellement. Même situation au Rwanda. Mais au Rwanda, les Américains ne voulaient pas que cette histoire se fasse. Ils voulaient passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire tutsifier le Rwanda éternellement. Qu'il n'y ait rien de Hutu. Non, 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 non. Nous allons gagner, nous allons perdre l'occasion de mettre la main sur les richesses du Congo si le Rwanda tombe dans les mains des Hutus, qui sont les amis des Français. On va nous embrouiller. Un Tutsi, ça va faire la dictature éternelle. Vous comprenez? Chacun avait ses pions. C'est ainsi, ils ont sommé les gens à aller à Arusha pour signer des accords. C'était pour passer le temps. Les Américains savaient que ces accords d'Arusha, c'était un passe-temps. C'est une distraction. Et quand ils voulaient faire le dernier coup maintenant pour créer le génocide, ils se sont préparés et ils ont fait appel au président de la région avec un plan de les tuer tous. Donc il fallait tuer Mobutu du Zaïre, Cyprien Tariamira du Burundi, un Hutu, et Abiyarimana, un Hutu. Il fallait les tuer cette nuit-là. Mobutu l'a échappé belle. Mobutu devait aussi être tué. Donc tuer 3 présidents bantous du Rwanda, Burundi et Congo-Zaïre pour les remplacer, créer maintenant une guerre par les États-Unis et les remplacer par les Tutsis. Au Congo, déjà, ils avaient préparé quelqu'un. Les soi-disant Banyamulenge, un Rwandais qui est venu seulement au Congo en 73
mis au Congo qui est venu, tout ça. Ils étaient nombreux en train d'attendre sur la liste. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais Mobutu bénéficiant des informations, donc, secrets de la CIA française, les services français, les services secrets de la France, il lui soufflait à l'oreille ce qu'il faut faire. Attention, il ne faut pas partir maintenant. Attends d'abord. Pendant les signatures là-bas, ils se sont rendus compte que le président du Burundi, un Bantou, était déjà là. Le président du Rwanda, un Bantou, était là. Le président du Congo, Mobutu, un Muntu Bantou, était là. On peut les éliminer tous les trois pour mieux toussifier la région des Grands Lacs. C'était le plan de Washington, la CIA. Les agents de CIA étaient dans la réunion là-bas en costume, en train de souffler ce qu'il faut faire. Kagame était là, les Museveni, ils préparaient tout. Tout était déjà prêt. Quand même vous lisez le livre de ce monsieur, un Rwandais qui a été garde-corps de Kagame, témoignage d'Abdul Ruzibiza. Ce monsieur, il était là au commencement, quand on créait même le APR qui est devenu FPR. Son numéro d'immatriculation est là. OP 1920 LT, lieutenant Abdul Ruzibiza. Il a dit, je vous donne même mon numéro d'enregistrement dans l'armée de la rébellion. C'est nous qui avons créé cette rébellion. C'est nous qui avons... les premiers combattants. Je sais tout. Personne ne peut venir vous mentir sur ce qui s'est fait au Rwanda. Kagame a fait tuer nos frères. Moi, je vous l'ai dit, allez donner mon numéro d'immatriculation à Kagame pour qu'il dise s'il ne me connaît pas, oui ou non. Ainsi, on va discuter sur ce qui était fait au Rwanda. Ce n'est pas la faute des Hutus, c'est la faute de Kagame qui a accepté le sale deal des Américains. Il savait très bien que ça allait emporter un grand problème. Kagame, pourquoi a-t-il accepté après avoir tué Fred Rugem? Vous comprenez? Ce monsieur a écrit beaucoup d'histoires. Quand vous lisez son témoignage, c'est pour cela qu'on dit témoignage d'Abdul Ruzibiza. J'ai eu la chance de trouver son livre maintenant. Sayambo. Abdul, lisez là-bas. Lieutenant Abdul Joshua Ruzibiza. Rwanda, l'histoire secrète. C'est qu'on ne vous dira jamais par RFI, France 24, BBC, CNN. Ce monsieur a écrit ça en exil. On voulait le tuer chaque fois. Il est allé écrire ça au Suède, Danemark. Il s'est caché. Il dit, même si je mourais aujourd'hui, vous allez publier ça. Ce qui s'est passé, ce n'est pas ce qu'on a planifié. C'est Kagame qui a changé, qui nous a pris, nous tous, des cours. Quand il est allé aux États-Unis, signer des deals secrets avec la CIA américaine. Pour sacrifier même les Tutsis, pour que lui, Kagame, puisse arriver au pouvoir. Je dois dire la vérité. Quand vous lisez ce livre, oh Sayambo, les Congolais vous mentez. Les politiciens congolais, moi je regrette. Vous pouvez arriver au pouvoir. J'ai discuté avec une femme ce matin, pour ne pas la cacher, la princesse Chantal Kando dont on parlait. Comment les politiciens congolais ne lisent pas? Même au temps de Kabila, même au temps de Tshisekedi. Ils occupent des postes stratégiques. Baïbata, histoire Oyote. Donc vous dirigez un pays, vous n'avez rien dans la tête. Vous ne pouvez même pas savoir le génocide du Rwanda, c'est quoi? Qui a commencé ça? C'était quoi au commencement? Qui a développé ça? Ça devait se faire comment? Qui a changé le plan au milieu? Ça s'est soldé comme cela. Les politiciens congolais, ils achètent les sacs très chers pour leurs femmes, les chaussures de 50 000, les montres de 100 000 $ américains, les costumes de 25 000 $ américains, ils roulent carrosse, les véhicules de 300 000 $ américains, ils ont des maisons d'1 million, 2 millions de dollars, 5 millions, ils volent l'argent, si c'est peu, 20 millions. Quand quelqu'un vole au Congo, c'est 37 millions, 40 millions. Ils ne volent même pas ça au Ariba, 2 000 $ mon caisse. Ils ne lisent jamais. Ils n'ont donc ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, hein, chef du gouvernement. Les militaires congolais allaient avoir ces livres chacun.
Moi, Sayambo, président de la République démocratique du Congo, je dois payer ces livres. Au lieu de voler 57 millions, je prends 57 millions de la caisse de l'État, j'achète des livres stratégiques sur la crise dans la région des Grands Lacs. Qui a commencé quoi? Ça s'est développé comment? La crise au Congo, pour mieux donc la comprendre, non pas selon ce que Kagame vous dit, selon la vérité. L'armée s'enferme dans des cavernes, des casernes là-bas. Vous lisez, vous imprimez, vous distribuez. Il faut comprendre la chose d'abord. Nous sommes dans quoi? Tout à fait, solution. La solution ne viendra jamais de Kagame ni de Museveni. Moi, je vous le dis. Jamais de la vie. Le Congo, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays des Blancs américains. Bongo. Les Blancs ne sont pas des dieux. À un moment donné, ils ont peur aussi. Mais ils sont malins. Ils anticipent. Avant, nous jouons vérité, nous allons bloquer. Bon, chaque fois, d'abord, papa, banabeba bi jingi jingi bi congolais bi wele wele, banamidia au pouvoir. Qui vous tue? Qui vous malmène? Ce sont les Congolais maintenant. Ou toi comme balabala congolais t'attaque. Pouvoir nabiso. Qui vous tue? Ce sont les Congolais. Inconscience, on a un de quoi congolais. Jou, Barwandais, Babakiebe, on a dérangé à Paka Est. Moi, je ne peux jamais entrer au Congo. N'a connaissance ni moins de congolais Joanine. Attends. Je dois vous guider. Notre ennemi n'est pas au Katanga, au Kivu. Notre ennemi n'est même pas au Rwanda, n'est même pas en Ouganda. La preuve en est que je viens de vous montrer le classement des armées du monde. Classement militaire. Je viens de vous montrer. De l'année 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le plan international, la République démocratique du Congo est 73e. L'armée en forme de puissance. Sur le plan de puissance. La RDC, c'est 73e armée, 73e armée au monde. L'Ouganda est loin. 41e place derrière le Congo. 114e armée du monde. Sur le plan africain, la République démocratique du Congo a la 8e armée la plus forte d'Afrique. L'Ouganda a 14 places derrière le Congo. L'Ouganda occupe la 22e place. Congo, c'est 8e place. Ouganda, c'est 22e place. Qui a fait ces calculs? Les maîtres de la guerre du monde. Ils connaissent les critères. Donc l'armée du Congo, c'est une armée forte qui peut faire des merveilles. On peut annexer le Burundi et le Rwanda dans 2 mois. 2 mois, c'est beaucoup. On a toutes les ressources sous la terre qu'on peut vendre légalement ou bien illégalement pour avoir toutes les armes du monde. C'est question d'avoir un leader. Pourquoi ça ne se fait pas? Ce n'est pas Kagame qui vous attaque, ni Museveni, c'est les États-Unis d'Amérique, dans son système de mafia. J'ai donné une image. Le Congo, c'est comme un éléphant, un lion. Amérique en ami Bamba, Ivi, Banzagumi Pika, Kuko Kagame. Le M23, ce ne sont pas des Congolais, je le dis devant la caméra, même s'il faut aller au tribunal national. Ces gens-là ne sont pas Congolais. Ce sont des mercenaires. Rwandais, Ougandais, même Burundais. Il peut y avoir des Congolais, oui, ils ne contrôlent rien. Ce sont des affamés qui cherchent seulement un salaire pour joindre les 2 bouts du mois. Ça se fait. Ils n'ont rien à foutre avec Banyamulenge qui est un plateau dans le sud Kivu. Jamais. Ils ont été accueillis au Congo dans la vague des réfugiés rwandais qui venaient. Car leur histoire au Rwanda et au Burundi a toujours été une histoire de crimes, de tueries et de haine. Ainsi, la République démocratique du Congo a reçu beaucoup de Rwandais et de Burundais chez nous. On leur a donné un abri. Cela ne peut jamais se transformer en nationalité. Messieurs les Américains, c'est ça la vérité. Et les plus de 12 millions que vous avez tués, Kagame et vos sponsors, nous sommes vivants. Vous allez le payer tôt ou tard. You're gonna pay for that.
Ça ne peut jamais se passer comme ça. Dieu va susciter des Congolais. Vous allez vous étonner que les Congolais vont mouchimamo, Nikalakako. Ni quoi tu na rom zuri ndani yako. Ana mambo franga, le Congo a tout. On a besoin de rien parce qu'on a déjà tout. Où n'est pas franga Congo, no pas ça Rwandais. Rwandais n'a pas senga mu Congo kuiba. Woko Congolais, où n'a pas tena nini? Tu es fils du Congo, tu voles. Donc tu n'es pas Congolais. C'est là où on voit qui est Congolais et qui ne l'est pas. Un Congolais voudra que cette guerre finisse. Parce que c'est son pays. Pour préserver nos richesses, nos familles, notre peuple et notre avenir. Mais quand tu vois quelqu'un qui vole, ce n'est pas un Congolais. C'est un infiltré qui travaille au service des forces extérieures, comme les Katumbi. Katumbi est un Congolais, on attaque Katangé. Joseph Kabila. Il parle de tout. Je vous ai parlé de quoi? Un enfant mis au monde au Canada, grandi au Canada, même s'il va à Moussumba comme ça, son cœur n'est pas à Moussumba. Il pense toujours à ses copains, ses copines du Canada. Il est membre de Moulubumbashi, on a mis un gars sanguiné, on a tchèque. Joseph peut être l'enfant de Laurent Désiré Kabila. Il ne connaît rien du Congo. Il n'a pas d'affection pour le Congo. Katumbi pouvait avoir l'affection pour le Katanga et le Congo parce qu'il a été mis au monde au Congo, côté Katanga, par une maman zambienne de chez Kazembe et un papa juif. Pas de problème. Tout à Mouchika, ni Congolais. Côté Katanga, Katanga, mais il a donné quoi au Katanga? Je parle tout à Kombanaka éternellement. Ce sont des gens qui sont venus sucer le Congo et même le Katanga. Et le coup a raté. Mobutu devait aussi mourir ce jour-là. Quand tout était prêt, ils sont passés à l'action. Ils ont attaqué le Rwanda. La capitale était presque près à tomber, Kigali. C'était un mouvement militaire, stratégie militaire, pour pousser Abiyarimana qui était à Arusha en Tanzanie à revenir. Et en revenant, ils étaient déjà prêts à lancer des missiles sur son avion. Il n'y avait pas de hasard. Quand vous lisez ce livre, Le retour du Mwami, vous allez comprendre. Et puis quand vous lisez ce livre écrit par Abdul Ruzibiza, l'homme qui était dans l'armée en ce temps-là, vous allez aussi comprendre. Ainsi, quand il y a eu des attaques au Rwanda, Abiyarimana en Tanzanie était inquiet. Il voulait rentrer. Il a demandé de rentrer, mais Museveni l'a retardé. Car Museveni jouait le jeu du retard. Retardé toute l'après-midi pour qu'Abiyarimana puisse rentrer le soir et arriver à Kigali la nuit. Et sous couvert de la nuit, ils allaient faire leurs histoires. C'est pour entretenir un mystère. Parce que s'ils rentraient, par exemple, pendant la journée, les gens pouvaient voir. La vérité risquerait d'être connue par un inconnu qui était même en brousse. Ils pouvaient voir la vraie vérité. Il fallait qu'ils fassent leur coup sous le couvert de la nuit. C'était pour donc faire asseoir leur mensonge convenablement. Ainsi, Abiyarimana qui voulait rentrer était retardé par Museveni jusqu'à ce qu'il a toujours décidé de rentrer au Rwanda ce jour-là, le 6 avril 1994. Il a pris son avion le soir, à 18 h presque. Il est arrivé au Rwanda à 20 h. Je vais expliquer cette histoire. Curieusement, il y avait un avion qui était déjà posé sur la piste présidentielle. Hasard ou bien jeu. Qu'on ne vous trompe pas. Les gens de Kagame sont spécialistes en infiltration. Avec l'aide des Américains qui leur fournissaient les moyens de communication les plus sophistiqués. Les gens de Kagame étaient déjà à Kigali. Ils étaient déjà là.
Il surveillait toutes choses. Il mangeait et buvait avec les gens du régime d'Abiyarimana. Il n'attendait que le mot d'ordre pour passer à l'action maximum. Vous comprenez? C'est ce qui avait réellement eu lieu. Alors, si nous voulons continuer, il y a eu quoi alors ce jour-là? Abiyarimana est arrivé. Un avion posé sur la piste présidentielle. Le pilote ne devait pas atterrir. Il demandait feu vert. La tour de contrôle lui a dit de faire quelques tours. Le temps qu'on puisse évacuer cet avion là-bas. Et en faisant ces tours là-bas, l'avion circulait en l'air. Et quand ça circulait, il y avait déjà des tireurs d'élite sur la colline de Masaka avec les lance-missiles, qui avaient déjà des missiles avec des lunettes sophistiquées. D'où sont venus ces missiles? Ces missiles sont venus de la première guerre d'Irak. Vous vous souvenez, la première guerre d'Irak, c'était en 1991. Quand le père de George Bush père, c'est lui qui est allé faire cette guerre. Ça lui a même coûté la présidence. C'était le président qui avait fait un seul mandat. Hein? George Bush père n'avait fait qu'un seul mandat parce qu'il était occupé à faire la guerre contre Saddam Hussein. Saddam Hussein a attaqué quoi? Le Koweït, vous vous souvenez? Et les armes venaient des États-Unis qu'on a menées en Irak pour cette guerre-là. Et beaucoup de munitions s'étaient perdues. C'est comme ça, toute guerre, il y a toujours des trafiquants. Même les Américains eux-mêmes, quand ils amènent l'arsenal en Irak, il y a toujours des gens qui volent, qui trafiquent. C'est ainsi que certains missiles s'étaient perdus dans ce stock-là. Mais comme les missiles ont leur nom et leur numéro d'immatriculation pour les déchiffrer, to trace, pour les identifier, même quand vous les utilisez quelque part, les spécialistes en balistique, quand ils arrivent, ils doivent chercher les débris. Il y a toujours des plaques qui ne pourrissent pas, qui ne brûlent pas complètement, selon la fabrication des missiles. Quand ils cherchent des plaques, ils lisent les inscriptions sur le reste, ils savent déjà fabriquer dans quel pays, en quelle année. Ils font entrer donc l'information dans l'ordinateur. Ils doivent savoir ça. Donc ce missile est allé d'ici, dans toutes les mains là où ce missile est passé. Ils vont le savoir. Ainsi, quand on a tracé, en anglais c'est to trace, quand on voulait traquer, on a vu que ce missile était en Irak, selon le numéro. Après l'Irak, c'est passé de main à main pour finir leur course où? En Ouganda, dans le stock de Museveni. Or, Kagame a été entraîné, les tous étaient entraînés en Ouganda, et ceux qui leur donnaient des armes, c'était les Américains qui déposaient les armes en Ouganda. Quand Kagame a pris la moitié du Rwanda, les armes ne descendaient plus en Ouganda. Les Américains venaient les jeter et les faire parachuter, comme on est en train de faire parachuter la nourriture aux Palestiniens. Les Américains faisaient des colliers les Canadiens pour les faire parachuter dans des zones déjà prises par Kagame. Maintenant, comment est-ce que ces missiles là-bas, qui étaient parmi les armes les plus défendues, ont traversé la frontière de l'Ouganda, Rwanda, entré au Rwanda, arrivé même dans la capitale? L'ONU était là, de ce monsieur. L'ONU était là. Que faisait l'ONU? Les gens se sont posé la question. Il y a même un capitaine belge là-bas. J'avais lu, j'ai suivi même un film il y a longtemps. J'ai lu beaucoup d'histoires. Il ne partageait pas l'information très bien. Parmi les casques bleus qui étaient au Rwanda, il y avait des casques bleus de nationalité belge qui devaient partager l'information entre l'armée d'Abiyarimana, armée régulière des Hutus, et la rébellion. Les gens de l'ONU étaient au milieu. Donc,
c'était des pacificateurs. Ils pouvaient parler aux rebelles de Kagame avec respect et aux militaires de l'armée régulière. À un moment donné, ils étaient même d'accord qu'à certains points stratégiques, les points sensibles, tout véhicule qui passe, il fallait le contrôler. Un camion, il fallait contrôler la cargaison. Ça va où? C'est quoi? C'est-à-dire l'ONU était censée contrôler tout. Si les 2 missiles venus de l'Ouganda ont été laissés quelque part là-bas, traverser jusqu'à arriver à Kigali, c'est-à-dire l'ONU le savait. Et il s'est fait que quand vous lisez beaucoup de livres, ce monsieur de l'ONU, c'était un Canadien francophone, employé par l'ONU, donc avec les manigances de Bill Clinton. On a choisi ce Canadien francophone, c'était pour faire la guerre à la France. Tromper les France, que vous avez votre frère qui parle français, vous pouvez vous asseoir et discuter des modalités de trouver la vraie paix au Rwanda. Or, ce monsieur n'était que francophone, n'était que ami des Français qui parlent la langue. Mais son âme, c'était une âme américaine. Il a joué tout pour défavoriser les Hutus et installer Kagame au pouvoir, sur Roméo Dallaire. Quand il a fini sa mission de traîtrise, il est allé au Canada, s'asseoir sur ses fesses, gagner beaucoup d'argent, et il a écrit ce livre, Shake Hands with the Devil, The Failure of Humanity in Rwanda. J'ai serré la main du diable, selon la version française. Donc, l'échec humanitaire au Rwanda. Quel échec? L'ONU était là. On a passé trop de résolutions à l'Assemblée de l'ONU pour aller aider les Rwandais. On a donné tous les plans. Les lanceurs d'alerte du monde entier, les journalistes, les gens des ONG, les militaires, les Congolais, tout le monde, les spécialistes, ont donné l'alerte à l'ONU. Si vous ne faites rien, il y a quelque chose qui va se tramer au Rwanda. Mais l'Amérique posait toujours le veto. Quelle l'Amérique? L'Amérique de Bill Clinton. Car c'est l'Amérique de Bill Clinton qui jouait ce jeu. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est la volonté de l'administration Clinton. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ainsi, ces missiles ont traversé avec la complicité de l'ONU. L'ONU a laissé passer ces missiles, car l'ONU était là pour aider les Tutsis. Et beaucoup d'Américains avaient déjà envahi le Rwanda dans les zones sous les mains de Kagame. Quels Américains? Les bérets verts. Les Américains sont venus physiquement combattre aux côtés des rebelles rwandais. Même quand l'AFDL est entré au Congo, ils sont venus combattre, ils ont accompagné Kabila. Des Américains étaient là-bas. Selon les informations des services secrets français, les Américains étaient présents sur le terrain. C'est eux qui avaient des appareils qu'ils pouvaient utiliser, que les Africains devaient suivre beaucoup d'années d'entraînement. Les histoires de calculs géométriques là-bas, satellites, tout ça, ce sont les Américains qui accompagnaient l'armée de Kagame. Communication satellitaire, ils parlaient anglais très bien, tout ça. Les Américains accompagnaient. C'est l'Amérique qui faisait cette guerre. Ainsi, Abiyarimana était sommé de rentrer rapidement. Ils ont fait une attaque, papa. C'est pour obliger Abiyarimana de rentrer. Museveni l'a retardé, il est rentré le soir, un avion sur le tarmac, le temps de bouger cet avion, le pilote devait faire quelques tours avant d'atterrir. Pendant qu'il faisait des tours, c'était pour permettre aux tireurs d'élite qui étaient sur la colline de Masaka, toujours là à Kigali, d'ajuster leurs lunettes. Quand l'avion passe, ils règlent. Encore un tour, ils règlent. Parce que les gens qui étaient là avaient des TZF, des appareils sophistiqués, ils collaboraient avec d'autres infiltrés de Kagame qui étaient déjà dans la tour de contrôle, comme travailleurs à l'aéroport de Kigali. Infiltration. C'est comme au Congo. Tout ce qui vous arrive, pourquoi? Ils vous ont déjà infiltré partout. Hommes et femmes. Rwandais. Avec votre Kinshasa, Lubumbashi d'aujourd'hui, là où il y a trop de Somaliens, trop de Tanzaniens, trop de Maasai, trop de Rwandais, trop de Burundais. Le Maasai chez Kalapale.
on a TZF. Et on a appareil qui est sophistiqué pour un casse-coche. On a gâteau. Allô, mzee, tout quoi, pas tout. Nije, salam à toi, comment quitte ta famille kauko? Aba masta nikuna tu pombe, kulala wanawake, kujiburudisha tu. Ni waduru. Anakarudisha. Nipe konchi tatu pale, umusiko na mami utakona nini? Tembo. Bakongole be paka na cheze, lupopo, mazembe vite ko paka pale. Autonaka ba politicien banikala sema bana décider un jour, il faut ish. Trop c'est trop, akuna. La tête de la classe politique congolaise est pourrie. Il faut la remplacer. C'est eux qui vous font tuer car ils travaillent pour l'ennemi. Et s'ils ont tiré sur l'avion d'Aberimana, la guerre a commencé. Kagame était déjà à l'intérieur. Il n'est pas venu de l'extérieur. Il était déjà à l'intérieur. Avec la moitié du Rwanda en main. Les armes n'étaient que proches. De l'autre côté, c'est un gouvernement de Hutu en nombre seulement, mais sans munitions, par manque de coopération militaire. Ils étaient sous embargo, embargo économique, embargo politique, embargo militaire. Clinton se rendait compte que c'est un petit Rwanda pauvre dans un coin qu'on doit écraser maintenant. Qui devait écraser les Tutsis, armés jusqu'aux dents. Pique coup les bateaux. Kagame a donné le dernier coup. Ainsi, les Hutus, sans armement, sans arsenal, devaient faire recours à quoi? Aux machettes. Mais ils ont filmé les machettes seulement dans quelques quartiers. Quand on leur dit, donnez-nous toutes les images, monsieur Bill Clinton, tu étais à la Maison Blanche. Pendant 3 mois, on a dit quoi? Le génocide a eu lieu pendant combien de jours? 100 jours. C'est-à-dire quoi? 3 mois et 1 semaine presque. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois-là? C'est la question que les gens ne se posent pas. Soyez des chercheurs. Moi, tu ne viendras jamais me dire des mensonges sur le génocide du Rwanda, ni Kouicheka, ça tout terroriser. Bongo. Si au Congo, on avait des vrais leaders, on allait remettre en question ce génocide de mafia du Rwanda qu'on a transféré chez nous. Ce qu'ils cherchaient, c'est entrer au Congo. La vérité n'est pas au Rwanda. Tout, du début jusqu'à la fin, c'est le mensonge. Pour avoir accès au Congo, pendant beaucoup d'années, tuer et piller. Point barre. Et qui devait démystifier cette histoire? Les Congolais. Non pas applaudir le Rwanda. Rwanda n'a pas puissance depuis quand? Je vous ai montré l'ordre des militaires. Jusqu'aujourd'hui, en 2024, même les Américains, même de la CIA, reconnaissent que le Rwanda n'est pas sur la liste. Le Rwanda n'est pas sur la liste des armées. Donc l'armée du Rwanda, c'est une armée inconnue, qui n'a pas encore de normes. Ils n'ont pas d'argent. Le Congo, sur le plan mondial, si vous venez d'arriver, occupe 73e place, Ouganda 114e place. Le Congo est à 41 places devant l'Ouganda sur le plan international. Sur le plan d'Afrique, le Congo c'est la 8e armée la plus forte. L'Ouganda c'est la 22e armée la plus forte. Le Congo occupe 14 places devant l'Ouganda. Le Rwanda n'est nulle part. Tu peux regarder le palmarès même de 10 ans en arrière. Le Rwanda n'a jamais été classé nulle part. Donc le Rwanda n'a pas d'armée, en bref. Mais comment un pays sans armée peut terroriser la 8e armée d'Afrique et la 73e armée du monde? On a checké l'histoire. Politicien, tu manges, on a boulot na jeep, on a lala na batoto ba namuki, on a patana ma mimba, na ba militaire ba mantumbo, ba traître, ba escroc, munacha ba congolais on a ba oua, vous participez au kidnapping du Congo par les Américains à travers Rwanda na Ouganda et vous voulez qu'on vous applaudisse? Jamais de la vie. Bongo et nous, on ne vous accompagnera jamais. Moujé opposition est tout n'a bien déjà. Vous avez tout le temps de faire le bien. Non. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais sachez que l'histoire vous jugera. Et quand l'histoire commencera à vous juger, Mouchilan de tribalisme, mon atutuki a tout comme frère, mouko pale, nini n'a m'empêché, kufanya réunion cash. Gouvernement itoke cash, Sénat ingie pale, mukamone Joe Biden. Ni n'a m'empêché ni mi. Attends. À la volonté. Les Sénégalais, ils ont fait leur histoire là-bas, élection rapidement. Dans moins de 2 semaines, toutes les institutions sont en place. Le Sénégal démarre.
Ils sont en train de trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais. Regardez au Congo. 4 mois depuis que les élections ont eu lieu, il n'y a rien qui est foutu. Vous ne savez pas, vous êtes dans quoi? Le Congo n'est pas dirigé. C'est ce que les Américains veulent. Que le Congo soit indirigeable. Qu'il y ait absence politique au Congo. Que ça reste dans les mains des illettrés politiques, des fainéants politiques. C'est une chose qu'ils font sciemment. Ce n'est pas le hasard. Il y a moyen de changer ce système-là. Et qui doit vous combattre si vous voulez changer le système? Ce n'est même pas un Rwandais. Le premier homme méchant qui va combattre son frère congolais qui viendra lui dire tout changer, c'est le Congolais d'abord. Sans esprit, sans âme, ni kuria. Ils sont à la mangeoire. Beksa banyama. Boni kinyo, arufu na kuria kuyamba, kwenda kulala banamuke na kuna mpombe analala. Kunaisha. C'est ça le Congo. Amufanyake Kintu Mobutu à la tête du pays. Vous voulez quoi? Au proposakanin, suivez ma vidéo, quelle que soit sa longueur, mite katakata mubipande, tamifundisha cours ya géopolitique. Mubebe ma vidéo yangu, kama muko bantu dans un mois na legeri, je vous ai dit là où il faut aller. Au kritikaka, ozana hen, olobaka, au proposakanin, fata vidéo yangu. Mangare qu'il faut qu'on ait une solution. Tout est dans ma vidéo. Mouchilanda Sema nous proposez. Je suis bon aujourd'hui, j'ai déjà proposé beaucoup d'histoires. Ainsi, ils ont commencé la guerre. Ils ont pris le Rwanda. L'armée d'Abiyarimana, à majorité Hutu, sans munitions, sans quoi, est obligée de fuir. Comprenez pourquoi 1 500 000 personnes sont en train de se réfugier. Et le massacre qu'on a commencé à tuer, on pose maintenant la question sur le génocide du Rwanda. Kagame avait pris déjà une moitié du Rwanda. C'était supposé que beaucoup de Hutus et de Tutsis fuyaient déjà. Promenade, voyage, il fuit. Il va habiter dans la zone tenue par Kagame. C'est ce que je voulais donner comme une sorte, un croquis. Les Kassans sont au pouvoir, les Katangais sont dans la rébellion. Les Katangais prennent la moitié du Congo. Qu'est-ce qui va avoir lieu? Beaucoup de Katangais qui sont à Kinshasa, dans les zones du gouvernement, vont commencer à voyager. Unenda, minenda Katanga. Minenda Tembeka Maniwapi. Anakata, Antogela, Mozambique, Anangala Katanga Nika. Il est en sécurité parce qu'il est dans la zone tenue par les Katangais rebelles. Ce sont ses frères. Pour minimiser le danger et donc les chances, bien la malchance d'être tué un jour. Comprenez ça comme ça. Ça s'est passé pendant 3 ans. Donc les Tutsis avaient le temps de quitter des zones tenues par l'armée régulière, des zones où pendant 3 ans, ils ont quitté. Quand on pose la question, pourquoi ça vous ne montrez pas les images du génocide du Rwanda à la frontière de l'Ouganda dans les zones tenues par Kagame? Il n'y a pas d'image claire. Ne pas que les images vont en piquant un pangam balabala, et comme parce que selon la vérité, cette guerre n'a pas été faite par les Rwandais Tutsis eux-mêmes. Ils étaient accompagnés par l'armée américaine, le béret vert. Dans un système là où Clinton a bouclé le Rwanda pendant 100 jours, 3 mois. C'est-à-dire quoi? Ils ont coupé des liaisons de communication. Et le moyen le plus utilisé, c'était le téléphone pendant ce temps-là. Les cellulaires n'étaient pas encore là. C'était le téléphone seulement. Il n'y avait pas moyen d'entrer ni même de sortir du Rwanda. Clinton s'est rendu compte qu'il fallait boucler ce petit pays. C'est un petit pays. On l'a bouclé. Kagame donc avait déjà les frontières de le côté Ouganda jusqu'au milieu. Personne ne pouvait entrer par là. ONG ont chassé. Beaucoup de gens qui entraient par l'Ouganda, on attaque au Rwanda avec nos ONG, bonne volonté, pour éviter tout ça, Kagame les repoussait. On n'entrait pas.
Quand vous voulez descendre à l'aéroport de Kigali, de Kigali, pour entrer du côté d'Abiyarimana, l'ONU était là, l'Amérique avait déjà donné l'ordre. On n'entrait pas. L'avion ne doit même pas descendre. L'ONU va te dire insécurité. C'est dans ce combat diplomatique, avec trop de pression, que la France a gagné un petit combat seulement. Une petite bataille. L'Amérique voyant que la France n'ira rien faire. Tout est presque bouclé. On a autorisé à la France d'aller maintenant chercher à couper le Rwanda en deux pour séparer les Tutsis et les Hutus dans ce qu'on a appelé l'opération turquoise. Ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que l'armée de Kagame a semblé être trop forte, avec un grand feu. La France n'a pas tenu. La superpuissance France a fui devant l'armée de Kagame. Ce n'est pas une preuve pour vous dire que Kagame a biloko à moto. Il était bien armé. Si tu as déjà cette idée, si la France a échoué de maintenir Kagame, de faire reculer la rébellion de Kagame, et maintenant l'armée des Hutus, l'armée des Bantous, l'armée des Noirs, les mal aimés, sous embargo militaire, embargo économique, embargo diplomatique, embargo sur tous les plans, devait faire quoi? Une France qui vient avec des armes qui fuit. Les commandos français ont fui pour descendre à Goma. Je vous laisse un défi. Si la France qui est descendue au Rwanda a échoué, la France a reculé devant le feu de l'armée de la rébellion des Tutsis. Maintenant, à combien plus forte raison, l'armée nationale des Hutus, sous embargo, ça faisait beaucoup d'années, allait faire quoi? C'était seulement des hommes en nombre, mais qui n'avaient rien. Et qui devait tuer beaucoup de gens. Celui qui est armé jusqu'aux dents, qui a fait fuir la France, ou bien les Hutus qui n'ont rien. Il devait tuer les Rwandais tous avec quoi? Même s'ils avaient des machettes, on concède. Celui qui a une machette doit tuer celui qui a des mitrailleuses. Le temps de s'approcher devant celui qui a une mitrailleuse. Qui va tuer qui? Montrez-nous les images des morts, des massacres par mitrailleuses. C'est ce qu'on a toujours demandé aux États-Unis d'Amérique, à l'administration de Bill Clinton. Les images satellites existent. Pendant 3 mois, Clinton a bouclé le Rwanda pour qu'il y ait des tueries en masse. Et on lui donnait le rapport chaque fois. Ils avaient besoin d'un certain nombre exagéré de morts qui devaient venir de ceux qui ont des mitrailleuses, c'est-à-dire de Kagame. Les Hutus devaient tuer aussi, oui, mais un nombre réduit. Ils devaient tuer qui? Parce que beaucoup de Tutsis avaient déjà fui la zone des Hutus pour traverser, ça faisait 3 ans, dans la zone capturée par les Tutsis, déjà d'avance. C'est comme ça que le design de la guerre était. Le nombre de 800 000 qu'on nous présente, il ne pouvait jamais rester 800 000 personnes dans la zone contrôlée par Abiyarimana. Ça, c'est faux et archi faux. Beaucoup de gens ont nié cette histoire. Donc la majorité des gens qui sont morts par les mitrailleuses de Kagame. Car c'est lui qui avait un grand feu, il a même fait fuir la France. À combien plus forte raison une armée qui n'a pas d'uniforme, qui n'a pas de bonnes chaussures, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas de munitions. Comprenez, venez nous dire que nous sommes des menteurs. Nous devons remettre en question ce génocide des Rwandais. On ne refuse pas qu'il n'y a pas eu de morts. Il y a eu des morts. Mais le narratif, l'histoire derrière cette histoire-là, c'est là où il y a le mensonge. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu de morts. Il y a eu des morts, ne confondez pas. Mais le narratif, la façon de raconter cette histoire-là, c'est là où on nous ment. Parce que ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui ont créé cette histoire, qui ont réussi leur coup et qui ont créé ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. Comprenez pourquoi on est en train de chasser tous ceux qui mettent en question ce génocide. Tous ceux qui se posent des questions, qui doutent, qui demandent des preuves. Beaucoup de gens sont même morts parce qu'ils exigeaient d'autres histoires. Kagame a tué combien de gens? Parce qu'il détenait la vérité. Washington a laissé Kagame exécuter beaucoup de Rwandais. On a même exécuté des Belges.
des casques bleus belges. Est-ce que je mens? Vous voyez la cruauté de ces gens. Est-ce que vous savez qu'on a tué des Belges? Il y avait des casques bleus belges que ce monsieur n'a même pas protégés, avec lesquels ce monsieur ne partageait pas l'information. Ce sont ces casques bleus-là belges qui avaient soupçonné comment les missiles sont entrés au Rwanda jusqu'à arriver à Kigali, venant de l'Ouganda. Hein? L'ONU était où? Ce monsieur était en train de nous jouer. Ainsi, on a piégé les Belges, parce qu'ils connaissaient trop. Ils en savaient davantage. Comment est-ce qu'on les a piégés? Parce qu'ils connaissaient beaucoup de secrets. Ils étaient dans l'ONU et ils voyaient les gaffes, la mafia de l'ONU. Il fallait les effacer. Comment les effacer? Ceux qui ont tiré sur l'avion d'Abiyarimana ont laissé quoi? Les uniformes. Hein? Sur la colline là-bas. Les uniformes belges. Vous voyez la mafia? Hein? Uniforme belge, ce n'est pas français. Ils ont laissé ces histoires là-bas. Comme pour dire, ce sont les Belges ou bien les Français qui ont tiré sur l'avion d'Abiyarimana. Ainsi, les militaires d'Abiyarimana, sous l'émotion, voulaient maintenant se venger sur les casques bleus, les Français, les Blancs qu'ils devaient voir. Ainsi, dans une embuscade, il fallait aller sauver la présidente, hein, Premier ministre Agathe, je ne sais pas, Agathe Moulimbi, je ne sais quoi. Quand on a tué Abiyarimana, il y a une femme qui était... Il y avait aussi des successions. Parce qu'il ne devait pas y avoir un vide à la tête du Rwanda quand même. Il devait y avoir des gens qui allaient se succéder même pendant un jour, 2 jours, avant qu'on puisse donc remettre les choses en ordre. Attendez que je vois les présidents du Rwanda, ceux qui se sont succédés à la tête du Rwanda. Pendant la période difficile, il y a qui? Quand on a tué, il y a une femme Premier ministre. Je ne sais pas si elle s'appelait Agathe. Elle a succédé là-bas. On l'a beaucoup menacée. Elle se promenait avec les casques bleus belges. Elle est entrée, je ne sais pas, quelque part là-bas. C'est là où on l'a tué. On a tué même les casques bleus belges. Même dans le camp Kigali, camp militaire, comme le camp Vangu, camp Mutombo, il y avait un camp Kigali. On a massacré les Belges. Écrivez-moi sur Internet, les casques bleus belges massacrés dans le camp Kigali au Rwanda pendant le temps des génocides. Ayez la culture de la lecture. La Belgique a perdu beaucoup de gens. La France a perdu beaucoup de militaires commandos. Hein? Si la France a fui devant le feu de la minorité Tutsi de Kagame, je pose la question à tous les spécialistes du monde en balistique. L'armée d'Abiyarimana, asphyxiée par Bill Clinton, devait résister pour faire quoi? Rien. On a donné tout à Kagame, on n'a laissé rien aux Hutus. Ainsi, on a enfermé les gens pendant 3 ans à l'intérieur. Kagame contrôlait des zones. Il est entré là-bas, les gens n'avaient plus le choix de fuir. Donc, en prenant Kigali, c'est Kagame qui contrôlait tout le pays. Les massacres ont commencé. Qui a tué qui? Lisez l'histoire secrète. Abdul Rouzibiz a aussi vous écrit. Cherchez ce livre. Début du génocide, le 7. Quand vous lisez. Début du génocide. C'est le 7. Mais le 6 avril, il vous parle de ce qu'il devait avoir. Lui, il parle avec date. Son livre est bien, c'est comme un carnet de poche. Tout ce qu'il écrit, il commence avec la date. Il prenait des notes. Pas. Je suis militaire. Le 6, on nous a envoyés pour aller faire quoi? Nous avons tué. Nous sommes revenus. Il y a eu une réunion secrète.
Nous avons fait une réunion, on a décidé de faire quoi? De faire ceci, de faire cela. De faire cela, tu vois. Le 6 avril, attentat contre l'avion qui transportait le président Juvenal à Biarimane. Vous voyez, quand vous lisez ce qu'il a écrit, il y a des prémices, quelque chose. Les préparatifs. Qu'est-ce qu'il a écrit? Préparatifs. Les opportunités de l'assassinat. Plusieurs tentatives d'assassinat.